Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle masterclass autour de la fameuse matrice Datalogy, notre outil terrain qui vous permet de structurer et de piloter l'adoption de la data et l'IA dans vos organisations. Alors, comme toujours, vous le savez, chez Datalogy, notre objectif, c'est pas de vous présenter un modèle théorique de plus. On n'est pas très théorie, c'est plutôt de vous partager un cadre simple, hyper concret et surtout qui a été construit à partir de nos missions sur le terrain et puis de dizaines d'interviews d'acteurs clés, puisqu'on le sait tous, eh bien, le défi, c'est souvent pas la techno. La techno, souvent, on l'a. Le vrai défi, c'est souvent l'adoption. Et l'adoption, c'est un enjeu avant tout humain. Alors, pour entrer dans le concret aujourd'hui et profiter de ces retours d'expérience extrêmement précieux, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Fénard, directeur de la transformation digitale et données RH de France Travail. Salut Aurélien! Salut Florence, bonjour à toutes et à tous. Ouais, on est trop content de t'avoir aujourd'hui et je te propose de commencer avec quelques mots pour te présenter. Qui es-tu? Alors, je suis Aurélien Fenard, donc comme tu l'as très bien dit, directeur de la transfo digitale et des données RH chez France Travail. Ça fait un peu plus de 20 ans déjà que je travaille dans le domaine de la transformation digitale, de la data, et on va dire maintenant ça va faire presque un peu plus d'une dizaine d'années que je travaille dans l'IA également. Aussi bien sur la mise en place de modèles, on va dire, ce que j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais dit un peu plus traditionnel, donc c'est-à-dire deep learning, machine learning. Et puis effectivement, j'ai pris l'IA en cours, l'IA générative en cours quand elle est arrivée. Effectivement, maintenant, je développe des modèles d'IA générative, des LoRa, on va dire des chapeaux. Et puis, je partage mes travaux, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je peux proposer Sur euh, LinkedIn. sur LinkedIn. Ouais, je vous conseille. Et puis j'enseigne sur ces sujets-là à Sciences Po, à la Sorbonne, à l'IESEG, à l'IAE Paris-Est. Voilà. Et t'as un petit coup de cœur particulier pour l'univers des cyborgs, tu m'as dit en préparant Oh, cette... ouais, c'est vrai. Je, je... Alors peut-être que ça vient du fait que selon l'étude du MIT, je représente ce qu'on appelle un cyborg. Dans leur étude, c'est ceux qui arrivent à mélanger parfaitement l'IA et l'humain dans leur workflow de travail pour finalement aller encore plus loin par une hybridation cognitive de ces deux intelligences, on va dire. Ouais, et Cyborg, et comme tu dis, avec ces deux univers, puisque tu travailles depuis plusieurs années sur des transformations digitales et data dans un univers qui est hyper sensible et hyper humain, puisque c'est celui des ressources humaines, qui est quand même très particulier. Eh ben oui. Euh, voilà, c'est quand même un univers dans lequel on touche On au... gère pas des canettes de coca Ouais, c'est ça. ou des produits, on gère des humains et c'est là où la data est complexe dans les ressources humaines puisque chaque humain a certes des référentiels, etc. Mais après, il y a beaucoup de données. On va dire qu'en RH, une grosse partie de la donnée ultra qualitative est pas forcément structurée, même si on a Mm, mm. beaucoup de données structurées. Tout ce qui est paye, tout ça, voilà, mais tout ce qui est talent et compagnie, même si on a des données structurées type référentiel, toutes les appréciations, etc., c'est du texte brut, d'où la combinaison qu'on peut faire hyper intéressante entre de la gestion de data traditionnelle et, euh, parfois de l'IA pour aller aider à comprendre ces textes bruts. Et de l'humain et de l'IA. Absolument. Ça a été quoi justement les grands enjeux d'adoption que toi tu as pu rencontrer? Tu m'as parlé quand on a préparé cet échange d'un projet d'envergure que tu as pu mener chez France Travail. Raconte-nous un petit peu, c'était quoi les enjeux d'adoption? C'était Osiris, je crois, c'est ça le dernier Ouais, en ouais, date? on a eu un énorme projet là qui est en train d'atterrir, qui a pris, on va dire, 2 ans et demi pour être mis en place, hein, surtout dans le secteur public, avec plusieurs dizaines de milliers d'agents, et avec une structure à la fois 55 000 agents privés et 3 000 agents publics. Donc c'est toujours un peu complexe de mélanger les deux mondes. Et puis effectivement, 2 milliards de données reprises. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la quantité. On voit. Voilà, et sur lesquelles je dois être en capacité de répondre comment dire, à la virgule près, puisque on est souvent audité chez France Travail où on doit donner des chiffres.
au gouvernement, à des ministères de tutelle, à des corporations, à des, comment dire, des instances d'audit, je sais pas, Cour des comptes, Mm, IGAS, IGF et compagnie. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros sujet sur la data qui prend du temps, donc créer des univers de data, etc., etc. Et puis en même temps, ben, on s'est dit pourquoi pas utiliser de l'IA pour l'accompagnement. Et c'est comme ça que par exemple, on a transformé un e-learning sur ce logiciel-là en serious game, mais en prenant toutes les composantes de l'IA générative, c'est-à-dire aussi la partie vidéo, son, scénarisation, pour être en capacité de proposer un univers beaucoup plus immersif. mm, Et mm. on sait depuis la nuit des temps que l'humain, il aime bien qu'on lui raconte des histoires, il aime bien qu'on plonge dans un univers, et qu'on sait aussi que par les neurosciences, que quand on raconte une histoire, quand on plonge dans un univers, on augmente l'intérêt, mais Ouais. aussi avec la gamification, pareil, on rend encore on joue sur les codes du jeu, et du coup on permet un ancrage de l'apprentissage encore plus profond. Donc ça, c'est Ouais. hyper intéressant parce que du coup, ben, on a une meilleure adhésion. Il y a un attrait premier, mais en plus, il y a oui, comme tu disais, ça s'intègre mieux, on imprègne mieux les informations qu'on va découvrir. Bah, c'est complètement humain, c'est-à-dire, et là je suis sur le niveau basique, c'est-à-dire, ah bah tiens, je dois faire un e-learning et ça va être des écrans blancs avec des écrans de saisie, ça ne me passionne pas, surtout quand c'est de la gestion administrative et de la paye. Et là, on va se dire, ah bah tiens, il y a déjà un teaser qui te plonge, le projet s'appelait Osiris. Là, on est passé dans quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire que j'ai carrément mis tout ça en Égypte antique, et puis avec des quêtes, il faut trouver des coffres. Quand on arrive à faire les exercices et remonter toute la quête, le coffre s'ouvre, on gagne un fond d'écran, on gagne des trucs. Enfin, tu vois, il y a tous les codes, et vraiment appliqué à l'univers de l'entreprise, mais aussi à l'univers des loisirs. Et du coup, ça transforme complètement l'expérience. Et de fait, le premier jour, on avait 150 inscrits. Si on ne Mm. l'avait pas fait, le premier jour, on aurait eu sûrement, alors je ne peux pas vous le dire, mais j'anticipe qu'on en aurait eu beaucoup moins. Et Ouais. en 3 semaines, c'était réglé, tout le monde l'avait fait. C'est-à-dire Et 750. Et ouais, et alors, comme on le disait aussi au départ, il y a quand même des sujets, il y a quand même des freins vis-à-vis de ces sujets autour de l'IA. Et en préparant cet échange, tu me disais l'un des sujets, des freins principaux qu'il peut y avoir, c'est les compétences, parce que j'aimais bien ta manière de le raconter. Tu dis aujourd'hui, on vit dans un monde d'ingénieurs. Et on n'utilise souvent que 5% de ce que les outils qu'on a déjà dans notre quotidien permettent. Tu peux nous en dire un petit Bien peu sûr, plus? j'ai un ami qui a acheté une des dernières voitures allemandes il y a 4 jours de formation. 4 jours de formation pour la voiture. Voilà, c'est ça. Mais non, non, mais c'est comme ça un peu pour tout. Mais c'est pas complètement nouveau. C'est-à-dire, qui utilise 100% des capacités d'Excel? C'est quasiment infini, puisqu'après, on va sur du code, Claire. du VBA, etc. 80, je pense, 15% des gens qui utilisent Excel l'utilisent comme un tableur basique et ne voient pas forcément la différence entre les 10 dernières versions, hormis un peu d'expérience utilisateur. Eh ben, l'IA, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que euh, on reste encore pour beaucoup de personnes sur des premiers tests, parfois même qui sont pas forcément concluants parce qu'on ne sait pas toujours bien prompter. Donc des fois, le retour est un peu, voilà. Il y a la façon dont les médias en parlent aussi, qui est pas toujours Claire. très bonne. Donc des fois, pour moi, le premier point d'accompagnement, c'est même pas la formation, mais je pense que tu vas en parler aussi, c'est vraiment comment on va démystifier les choses, c'est comment on va sensibiliser, c'est comment on va en parler, puisque déjà, moi j'ai l'habitude de dire quand je fais des conférences que l'IA, c'est comme la politique et la religion, tout le monde a sa propre perception. Mm, Et avec des croyances, des choses mm. voilà, qu'on a entendues, Faut pas en etc. parler en famille, c'est ça? C'est comme la politique et la religion. Bah, C'est pas le sujet du dimanche à pour midi. moi, c'est un des débats, l'IA, très clairement, qui fait C'est pas exactement faux, hein. les mêmes avec, et même la Silicon Valley, hein, elle est divisée en deux. Il y a les doomers qui disent, avec parfois des anciens patrons de Google, hein, qui disent
l'IA va fondamentalement nous mener à notre perte, tellement c'est un gouffre énergétique pour les entraînements, etc., etc. Là, le prochain data center d'OpenAI, on parle de la consommation du Portugal, hein, en électricité. Donc d'un pays complet. Puis un pays quand même, enfin c'est le Portugal, c'est pas... Ouais, Voilà. clair. Et d'un autre côté, il y a tous ceux qui disent, pour à peu près les mêmes raisons, ok, mais c'est un mal nécessaire, mais ça va nous permettre de vaincre le réchauffement climatique, faire des batteries ultra performantes, ça va être la fin du pétrole, ça va être, voilà, on va soigner les cancers, etc., etc. Et cetera. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on y aille à fond. Alors, ils utilisent presque les mêmes arguments, sauf il y en a, ils disent que c'est un mal nécessaire, et l'autre, il faut surtout pas y aller. Eh ben, c'est vraiment quelque chose qui est comme ça. Et en plus, pour les personnes qui ne trempent pas vraiment dedans et qui tardent encore à s'y mettre, et il y en a de moins en moins, hein, quand je commence une conférence, mais il y en a toujours avec, si tu veux, la partie je veux me faire piquer mon job, quoi. Mm. Et alors, c'est un peu plus compliqué que ça. On voit bien que moi, quand je fais des analyses du marché du travail, où j'en parle avec des collègues, on est beaucoup plus sur certaines tâches dans certains métiers qui sont beaucoup plus, on va dire, sensibles à l'arrivée de l'IA que d'autres. C'est pas pour ça que l'ensemble du métier va arriver, mais Mm, c'est mm. clair qu'on va être sur ce qu'on appelle un glissement des compétences, c'est-à-dire que les compétences que j'utilise aujourd'hui pour faire mon métier, avec petit à petit l'hybridation avec l'IA du travail, vont glisser vers une part on va dire, des hard skills, donc vraiment des compétences techniques. La base là va un peu s'étioler pour aller beaucoup plus vers des soft skills, parce que en quelque sorte, je vais devenir beaucoup plus un mini manager. Et au Mm, lieu de mm. manager un stagiaire, un apprenti, une grande équipe, je vais manager souvent un peu partout des IA. Donc en fait, il va Donc, falloir il que faut je être sois en capable capacité, de lui parler, de lui poser les voilà, bonnes faut que je donne questions, des de l'amener instructions, à... Ouais, faut que je vérifie, faut que je gère, faut que ouais. j'anticipe, etc. Donc on va glisser vraiment plus sur, on va dire, des sets de compétences qui correspondent plus à ceux du management. Et pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, avec les grands courants de pensée qu'il peut y avoir, aux grandes convictions qu'il y a autour de ce sujet de l'IA, en préparant cet échange, tu me parlais aussi du dialogue social, ça c'est hyper intéressant parce que en plus pour l'univers des RH, c'est quand même au cœur des enjeux. Et tu disais que tu ne le voyais pas du tout comme un blocage, justement le dialogue social justement au cœur de ces problématiques autour de l'IA et de ces peurs que ça peut générer. Alors, je pense qu'il faut sortir du cadre dans lequel on peut se dire les organisations syndicales vont forcément bloquer les choses. Les, or- les organisations syndicales, c'est des gens comme toi et moi qui utilisent aussi parfois l'IA comment dire, dans leur vie Quotidien aussi. privée, dans leur quotidien, et qui sont parfaitement conscients et qui étudient. J'ai même déjà vu des organisations syndicales qui organisaient des conférences d'un niveau, il y en a même certains où j'y serais bien allé, d'un niveau vraiment, voilà. Donc, eux, ils ont besoin de comprendre pour anticiper ce qui va se passer. Ils sont pas contre ils sont pour le progrès, mais pas à n'importe quel prix. Et eux, ils veulent bien s'assurer que les Comprendre. objectifs, le ROI qu'il y aura derrière, c'est pas supprimer des ETP, mais c'est bien peut-être apporter, enfin travailler différemment. euh, Comment on pourra peut-être, voilà, avoir des tâches qui sont pas agréables ou qui peuvent amener voilà, du mal-être au travail, peuvent être remplacés par de l'IA pour voilà, pousser l'humain vers le haut. Donc en fait, on peut se dire, de ce point de vue-là, le dialogue social peut être un- Constructif en tout cas, non, mais il y a pas beaucoup bloquant. qui peuvent se dire que ça peut être un blocage. Or, si on fait bien les choses, ça peut être un avantage. Mm, mm. Voilà. Parce que, en fait, tout ça, ça peut faire partie d'une gouvernance globale. Et par exemple, nous, chez France Travail, on a mis en place un comité produit IA. On gère nos cas d'usage IA comme des produits. Ensuite, on a un comité d'éthique IA avec une charte éthique IA. Ensuite, on vérifie bien toute la mise en conformité, donc RGPD, comment, IA Act et compagnie. Et ensuite,
parfois même le résultat du comité éthique IA est transmis aux organisations syndicales comment dire, le dialogue social. Et Mm, c'est mm. hyper important parce que déjà, en plus, c'est un passage obligé. On a vu certaines entreprises qui ont essayé de Bien sûr, forcer d'y aller en force. et qui se sont fait rattraper par la patrouille. Alors là, c'est amende et blocage, donc ça sert à rien d'aller trop vite. Mais surtout, si on fait bien les choses, et on l'a dit précédemment, euh, l'IA, elle peut être vue comme quelque chose un peu d'effrayant, un peu boîte noire pour certaines personnes en entreprise. Et du coup, comment, en mettant en place une gouvernance ouverte, il faut en parler de cette gouvernance, il faut qu'elle soit connue, parce que déjà, les agents, ils vont voir arriver des IA dans leur environnement de travail en se disant, bon, il y a déjà eu toute une gouvernance. On voit que, et que tout le monde a pensé à tout. On voit qu'il y a une charte d'éthique IA avec des experts externes, des sommités de l'IA, des organisations syndicales qui sont posées sur le Ouais, c'est sujet. une démarche collective, quoi. Pas Voilà. juste Et donc, le produit qui en sort, il est presque, à je vais pas dire valider. labellisé, mais Ouais. il est passé par tellement de filtres, tellement de débats, que ce temps-là qui pourrait laisser croire que c'est beaucoup de temps investi, mais on peut en regagner une bonne partie sur le déploiement. Pourquoi? Parce que en tant qu'agent, salarié, je me rends compte qu'il y a les choses qui ont été faites sérieusement et qu'on me met quelque chose dans les mains qui tient la route, qui est safe et qui va m'aider. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant de se dire, attention, la mise en conformité, attention, l'éthique dans l'IA et la data, etc. C'est pas une perte de temps, ça peut être un investissement. Et en tout cas, à mon sens, c'est comme ça qu'il faut l'entrevoir, quitte, si on sait que ça prend du temps, à faire l'astuce, c'est-à-dire, moi, par exemple, je commence un projet, je commence directement les AIPD, donc la mise en conformité du RGPD, je commence déjà à creuser les fondements, je commence à creuser la capacité à faire dès le début, parce que si j'ai un stopper à un moment, quel qu'il soit, il faut que je sois en capacité de stopper le plus en amont possible, Mm, mm. pour pas qu'après ça traîne pour rien, hein. Voilà, c'est ça, tout simplement. Clair. Donc le sujet, c'est vraiment d'investir les choses dans la durée, mais pas hésiter à bien commencer en amont. Parce que Très bien. ça peut être des garanties pour le déploiement après et ça peut vraiment favoriser l'acceptation. Je trouve que cette réflexion, je suis sûre, elle est en train d'inspirer beaucoup de personnes qui sont en train de nous écouter là. Je Bah, te j'espère. propose maintenant qu'on explore un petit peu les 4 piliers de la matrice d'adoption datalogie, une par une, et à chaque fois que tu nous illustres ça par un exemple un petit peu concret d'une action que tu as pu mettre en place, d'accord? Ouais, Alors, la première, chez nous, c'est souvent celle à laquelle on pense le plus. Le premier pilier, c'est la pédagogie. Parce que ça, voilà, en général, on y pense. Informer, acculturer, donner des repères. Même si c'est jamais si simple que ça, surtout dans un univers comme les RH, hein, où les équipes, comme tu le disais tout à l'heure, elles ont déjà beaucoup de règles et de cadres intégrés, même si on peut, comme tu l'as dit aussi, on peut déjà presque l'utiliser comme un appui. En préparant cet échange, tu m'as parlé d'un format assez original que tu as pu déployer qui s'appelle Mon été avec l'IA. Est-ce que tu peux ouais. nous raconter? Alors ça, c'est à l'initiative de mes collègues à la direction IA de chez France Travail. En fait, le sujet, c'est toujours pareil, on peut profiter de certains moments comme l'été, où justement on peut amener, alors déjà, c'est comment dire? C'est une initiative parmi d'autres, hein. Bien Il y a sûr. énormément d'initiatives tout au long de l'année. Mais mon été avec l'IA, il y a une sorte de cahier de vacances où tu vas pouvoir avoir des exercices, de découvertes, et cetera. Et puis, c'est un cycle de conférences. Alors, il y a eu une dizaine de conférences, une par semaine, sur l'été, enregistrées en vidéo, hein, et qu'on passait pour parfois, quand nos agents ont peut-être un pic de charge moins élevé, ils peuvent s'intéresser au sujet. Et puis, il y a eu aussi un challenge avec un prix qui a été remis la semaine d'avant, donc il y a 2 semaines, à la rentrée. Enfin mi-septembre, on a remis un prix, les 3 premières
régions qui ont participé à ce challenge avec voilà, des tests, des prompts, etc., etc. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi une autre manière d'ajouter de la gamification, du challenge, de la culturation pour petit à petit aussi créer une sorte de culture de l'IA enfin, et de la data et favoriser de réflexion. Et moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que ça fait, on grandit tous ensemble sur ces sujets-là et ça permet de créer cette maturité. Et puis, plus on met les mains dedans et plus on découvre ce qu'il y a réellement derrière, au-delà des ponctifs, et souvent, plus on est convaincu. Moi, je vois plein de gens qui ne voulaient pas toucher à l'IA, qui étaient convaincus qu'il ne fallait pas y aller par des croyances et tout ce qu'on peut entendre. Et maintenant, c'est quasiment ceux qui sont le plus actifs parce qu'ils se disent, c'est bon, j'ai peut-être pas dompté le truc, mais je Ouais, m'aperçois que là, ça va. Ça va, c'est pas en tout cas tout le mal qu'on avait pu me prédire. Même si je ne garantis pas ce qui se passera bien sûr. d'ici 5 ou 10 ans. Mais c'est vrai que, en tout cas, on est tous dans le même bateau. Mais là, on voit bien que l'utilisation de LLM, quand on sait s'en servir, donc de modèles d'IA générative de langage naturel, on voit qu'on peut vraiment en tirer des choses aussi quand même très intéressantes. Et donc souvent, ces gens-là deviennent ensuite des champions locaux sur qui on peut s'appuyer pour porter les déploiements, etc., quoi. Très bien. Chez France Travail, vous êtes aussi forcément des experts RH, hein. Vous êtes au cœur du réacteur du marché du travail aujourd'hui. Et en préparant cet échange, tu me disais que la pédagogie, c'est aussi de préparer à un changement de paradigme, puisqu'aujourd'hui, on cherche moins des compétences statiques, mais plutôt des profils évolutifs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors ça, c'était plutôt une constatation personnelle quand je travaille avec des collègues RH ou quand j'enseigne que chez France Travail, mais ou en discutant ouais, avec des amis des RH, on commence à se rendre compte que en fait, dans les années 80, quand on avait une nouvelle compétence, on estimait, alors après c'est selon le type de compétence, attention, je pourrais durer juste 4 heures sur le sujet, donc je vais aller assez vite, ne m'en voulez pas, mais en gros, on prenait une compétence standard, elle était là pour 30 ans, on pouvait Mm, l'utiliser pour 30 ans, quasiment toute sa carrière en grande partie. Aujourd'hui, on sait que la moyenne des compétences, c'est plutôt 7 ans et demi, hein, et voir, il y a certaines compétences sur certains codes, c'est plutôt 1 an et demi, 2 ans. Et après, bah, une compétence mathématique, ça va rester potentiellement toute la vie. Donc, ça dépend de quelles compétences on parle, mais en tout cas, on voit qu'il y a une énorme dynamique dans les compétences et on commence à voir de nouvelles sortes de métacompétences apparaître, comme celui de ce qu'on appelle la learnability, c'est-à-dire la capacité à apprendre toute sa vie en permanence et à remettre en question. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous parlais d'un glissement des compétences, et ben, être en capacité de toujours rester à flot en accompagnant ces compétences. Donc là, qu'est-ce qu'on commence à voir chez certains DRH? C'est difficile aujourd'hui de dire bah, quelle est ta compétence en tel sujet en IA, puisque demain, elle sera peut-être complètement remise en cause. Alors moi, je suis assez réputé pour les films que je fais en IA avec des effets spéciaux, etc. Depuis la semaine dernière, avec Sora 2, vous faites un grand prompt, vous faites quasiment ce que j'ai mis 5 ans à développer pour faire, mm. vous le faites en 3 minutes. Donc peut-être que toutes ces compétences-là, elles ne servent plus à grand-chose. Voilà. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est beaucoup plus difficile à l'ère de l'IA et sur tous ces sujets-là, d'être en capacité de se dire, tiens, en IA, il est à ce niveau-là, ça va m'intéresser pour les 15 prochaines années ou les Oui, 30 prochaines années. Non, maintenant, ce qui compte vraiment, plutôt qu'un socle rigide de compétences dures, on commence à voir certains RH investir sur des gens qui ont peut-être moins de compétences ou qui sont plus jeunes
Mais je dis pas que les anciens sont pas du tout, les seniors sont pas du Non. tout. Une question de profil, en fait, plus que Voilà. de En tout cas, compétences. le profil, enfin moi, typiquement, je viens d'avoir 45 ans, donc je commence à être affilié à certains seniors et je pense que j'ai une capacité d'évolution de mes compétences assez avancée. Mais le sujet, c'est que ils vont commencer les RH, les recruteurs vont commencer à privilégier les personnes qui ont cette capacité de dynamique des compétences et de les mettre à jour et de réagir très vite à ce qui arrive. Voilà. Plutôt qu'un ultra expert sur une compétence un peu plus statique, en Alors, fait. le Graal, c'est l'ultra expert qui Et est en capable, plus, voilà, c'est ça, de remettre en cause ses compétences en permanence, etc. Et c'est un peu le profil des gens qui, comme moi, explorent l'IA générative depuis qu'elle est arrivée. Ok, parfois, ben, j'ai 5 ans, enfin là, depuis 2023, j'ai 3 ans, depuis 2022, j'ai environ 3 ans d'expérience, par exemple, en images, en LLM, en audio et en vidéo. Mais bon, si Sora 2 sort, je suis capable de faire quelque chose de très abouti directement. Parce que je oui, tout à fait. saurais quand même bien parler aux IA, je saurais mixer avec d'autres donc je conserve quand même une petite avance, je ne suis pas complètement Oui, c'est un dépassé. mindset, en fait. C'est une Mais question de en tout profil. cas, je suis obligé d'aller tester, d'être curieux, de faire des benchmarks, de savoir en permanence tout ce qui se passe pour rester un peu en avance, sinon je suis tout de suite dépassé. Et c'est cette capacité-là qui est un peu effrayante, hein, parce que quand l'IA générative est arrivée en fin 2020, enfin, elle est arrivée plutôt en mi-début 2022, mais en tout cas, dans l'histoire de l'IA générative, on retient novembre 2022 comme l'ouverture de ChatGPT, hein. Mm. Et en fait, dans la démocratisation, parce qu'avant c'était des modèles de denoising d'images Mm, mm. qui intéressaient des photographes, des choses, c'était pas quelque chose qui était très connu. Accessible. Ouais, très, très accessible, moi. Mais donc, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette rapidité, on était à une nouvelle fonctionnalité tous les trimestres, fin 2022. Aujourd'hui, on est à une nouvelle annonce un peu disruptive, même si je suis pas fan de ce mot-là, mais enfin de choses Oui, qui un peu réinventent, qui vont grosses annonces, obliger. on Mm. en a plusieurs par jour. Ouais, Plusieurs. donc, il va falloir des profils capables de suivre ce rythme-là, on va dire. OK. Bah ouais, et puis en plus, ça je commence souvent l'introduction de mes cours comme ça, on n'est plus dans quelque chose où on peut choisir de vivre dans une bulle en Mm, disant, mm. bah non, l'IA générative, c'est pas pour moi. On voit que là, on est dans quelque chose de profondément géopolitique. On voit Bien qu'il y sûr. a une course quand même entre les États-Unis, donc on voit quand même les projets 509 milliards. Bon, l'Europe, on est à 109 milliards. On voit que la Chine, avec en plus les embargos sur les puces, ils ont développé des choses en open source particulièrement agiles. Alors après, il y a des débats sur est-ce Mm, qu'ils ont mm. fait ce qu'on appelle de la distillation de modèles ou pas. Bon, peu importe. Le sujet est que la Chine est extrêmement dynamique et a su transformer certaines contraintes en avantages, ce qui est Claire. souvent le cas, ce qu'il faut toujours, voilà. Et les États-Unis, on voit quand même, je sais pas, OpenAI qui met 300 milliards dans Oracle, Ah ouais. Nvidia qui réinvestit 100 milliards dans OpenAI. Alors, c'est pas des sous-sous dans la popoche, comme on dit, c'est pas de l'argent sonnant et trébuchant, c'est des investissements, Claire. Mais ils y etc., vont, quoi. etc. Ça Mais avance. on est quand même sur des montants qui sont quand même Claire. astronomiques. Et sur des montants, qu'on voit que nous, il nous manque, je sais plus, 30 ou 40 milliards et que c'est un problème d'État. Et voilà, et eux, c'est des coûts de 100 milliards Claire. d'une entreprise à l'autre, c'est quand même incroyable. Je me permets de revenir à notre thématique. Donc là, notre premier pilier, c'est bon, on l'a vu, la pédagogie. On aimerait te faire parler pendant des heures, en rien, mais c'est vrai qu'on a plus de 30 minutes. Donc, je te ramène sur nos quatre piliers. Le deuxième, c'est la communication, qui est souvent un pilier sous-estimé dans les projets data IA. On se dit qu'on communiquera une fois que le projet il sera abouti, ce qui n'est pas forcément toujours la bonne idée. J'aimerais te faire faire un petit focus sur une phrase que tu as dit que j'aime bien aussi quand on a préparé cet échange. Pour réussir à embarquer, à communiquer sur les projets IA, data, tu dis j'aime bien démontrer que, je te la récupère, hein, cette citation, je l'aime trop bien. C'est compliqué, mais c'est pas complexe. Tu peux raconter? Alors, compliqué, c'est comme un mécanisme d'une horlogerie suisse, hein.
C'est-à-dire que c'est quelque chose de compliqué, c'est souvent un enchaînement de choses simples. Mais quand on les prend toutes, c'est comme si on regarde un développement mathématique sur un tableau suite à un développement. Si on la regarde comme ça de loin, Ça peut c'est faire peur. compliqué, ça fait peur. Mais quand on vient regarder point à point, c'est toujours des opérations simples. Voilà. Alors que complexe, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer dans tout ça, tout cela. Donc il y a des choses qui échappent à l'explication quand c'est complexe, on n'est pas capable de tout expliquer. Et donc moi j'aime bien justement dans la communication essayer de casser tout ça. Alors déjà la communication, ça commence déjà par dire ce qu'on fait. C'est ce que je disais tout à l'heure un peu avec la gouvernance. Si on est transparent, si on explique vraiment tout ce qui se passe et comment les choses sont faites, qu'on ouvre un peu le cœur du réacteur, voici comment ça a été pensé, pourquoi les choses arrivent, bah déjà l'acceptabilité est beaucoup plus Ça passe importante. mieux déjà. Et Ouais. donc l'acceptation l'est également. Et ensuite, il y a pour moi vraiment quelque chose qui est hyper important dans les sujets de data et d'IA, c'est qu'on peut toujours se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec toutes ces données? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec toutes ces datas? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur IA là-dessus? Et là, c'est pareil, il faut être transparent, il faut communiquer réellement sur ce qui est fait, Sur la finalité, sur la finalité, sur les fondements, hein, vraiment, pourquoi je fonde ce traitement de données, cette IA, c'est quoi la finalité, heu, où est-ce qu'on va et en quoi toi tu fais partie de tout ça et comment tu vas potentiellement pouvoir l'utiliser. Et toute cette communication qui va vraiment dans la transparence et l'explicabilité, surtout sur des sujets un peu boîte noire, avec, comme je le disais tout à l'heure, l'espèce de refrain qu'on peut toujours entendre dans les médias, et cetera, et cetera. Est-ce qu'on va pas te piquer ton job sans te le dire, et cetera. mmh, C'est hyper important dans ces projets-là. Et puis, comme je le disais, quand tu le fais bien, tu peux récupérer certains power users par ailleurs. très On bien, est pas super. convaincu, tu vois. Merci, merci pour cette explication. Alors ça, c'était la communication. Troisième pilier, c'est le change, qui est sûrement le nerf de la guerre, hein. L'idée, c'est pas juste d'initier une transformation, mais c'est de réussir à l'ancrer dans la durée. Et c'est souvent ça aussi le change. Dans une organisation comme France Travail, il doit y avoir un maillage territorial qui doit être très fort. Et donc j'imagine que ce sujet est d'autant plus clé. Comment est-ce que vous vous organisez concrètement, justement, pour que ce changement ne reste pas au niveau central, mais qui descende jusque dans les pratiques quotidiennes? Vous avez des relais, des communautés locales pour porter cette transformation? Alors, forcément, en plus, nous, on a un maillage territorial puisque, on a presque 900 agences qui doivent être toujours, entre guillemets, alors ça dépend des zones, hein, il y en a beaucoup plus en Île-de-France, mais on doit grosso modo toujours avoir une agence France Travail à environ une demi-heure de chez soi, partout sur le territoire. C'est ce qu'on dit globalement, mais c'est pour que vous puissiez Mm, mm. imaginer le maillage. Il y a quand même un maillage territorial très fort. Et ça, c'est aussi un sujet puisque, on est au cœur du territoire, on n'est pas, que parmi des élites parisiennes, Bien sûr. qui pensent des choses. Donc on est vraiment à l'intérieur du territoire, au contact de la vraie vie tous les jours et donc faut aussi aller chercher nos agents, en agence sur place qui sont déjà, bah, très occupés effectivement, à remplir leur mission et du coup, ben, pour ça, comme je te le disais tout à l'heure, on arrive à avoir des correspondants, IA et on a des correspondants du digital, on a des gens sur la data et cetera et on s'appuie sur ces relais-là. Ça nous empêche pas non plus, par exemple, de faire un tour de France de l'IA. J'ai mes collègues, ils ont fait plus de 50 étapes aussi pour tourner, pour expliquer, pour imprégner, en local et puis, les agents, ils savent qu'ils ont comment ça s'appelle? Des outils à disposition, mais on en profite quand on y va pour remontrer, pour expliquer, pour donner des astuces et cetera et cetera et puis tout ça est renforcé par, on va dire des formations, des e-learning sur, le prompting, sur, énormément de choses pour en plus en tirer le meilleur parce que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Si on n'explique pas toute la puissance qu'il peut y avoir derrière, on peut rester sur,
des usages qui sont Très, très pas très superficiel. forts, voilà, pas à très forte valeur ajoutée. C'est comme ce que je te disais sur Excel, on peut à peine effleurer le bord sans vraiment avoir des choses ultra convaincantes. Alors les agents chez France Travail, ils sont déjà un peu habitués à l'IA parce que ça fait une dizaine d'années qu'on en fait. On a déjà eu 2 programmes d'IA et de data. Bien avant l'IA générative, on avait déjà des programmes pour voilà, augmenter certains processus. Donc, ils savent que c'est plutôt bien pensé, bien fait, bien accompagné. Mais l'IA générative rajoute quand même une petite touche de nouveauté. Et le change n'est pas simple parce que comparativement à d'autres transformations qui restent compliquées, hein, comme voilà, la crise sanitaire et l'hybridation du travail, même si voilà, il y a eu un stop et voilà, maintenant, et je touche du bois, on n'a plus d'épidémie, mais on voit quand même les entreprises dans le change et l'hybridation du travail, on est un peu en balancier. Bien C'est-à-dire qu'il y sûr. en a qui sont encore en full télétravail, d'autres qu'on dit c'est 2, 3 jours, voilà, et puis on voit des boîtes qui sont back to work, fini le télétravail, je veux que tout le monde au boulot. Donc, malgré quelque chose qui était relativement statique, on n'est encore pas au bout, et puis on voit qu'il y a plusieurs courants de pensée. Et ben, l'IA générative, là, dans le change qui est encore plus complexe, c'est que tout change tout le temps. Mm. Et là, par exemple, nous, nos cas d'usage interne qui étaient plutôt sur ChatGPT sécurisé, on est en train de tous les passer petit à petit sur Mistral. Donc voilà, c'est des choses qui. Alors le service ne change pas, mais le modèle derrière change un peu. Mm. Et donc, il y a toujours des choses qui changent. Et le change, donc, c'est aussi d'amener avec nous cette learnability, cette adoption, parce que ça ne va pas être des outils statiques, ça va être des outils qui changent tout le temps. Mm. Mm. Depuis la mise en place de certains de nos services IA, genre ce qu'on appelle les Secure GPT en termes génériques, donc des chats GPT en entreprise sécurisée, peu importe ce qu'il y a derrière, hein. Mais le sujet, c'est que la puissance a augmenté, Mm. le Mm. nombre de tokens a augmenté. Avant, je pouvais soumettre je sais pas, une étude de 10 pages et en faire la synthèse. Maintenant, c'est 120 000 tokens. C'est peut-être, c'est plutôt de l'ordre de 190-200 pages que je peux mettre. Et puis, si je prends les derniers modèles, etc., en API, genre un GPT-5, ça va être 1 million de tokens. Mm. Donc là, je vais pouvoir en mettre encore beaucoup plus. Je vais peut-être pouvoir mettre 1000 pages et l'outil sera capable de me l'analyser en une seule inférence. Donc on voit qu'il faut toujours adapter, accompagner et ça change en permanence. Donc ce que je te disais tout à l'heure sur la dynamique des compétences, Lifelong aussi learning, pour le change et tout le monde doit pareil. toujours se mettre. Ouais, et ça, c'est un vrai sujet. Très bien, super. Quatrième pilier de notre matrice, c'est l'influence. C'est l'idée voilà, de faire des acteurs de la data et de l'IA des ambassadeurs en interne, puisque on est sur un pilier qui est le plus invisible, hein, mais souvent le plus décisif, parce que si on veut avoir une transformation qui s'installe, eh ben, il faut convaincre, alors tu le disais, les équipes, évidemment, mais il faut aussi embarquer les sponsors, les dirigeants, le tout sur un temps parfois long. Bien Toi, sûr. tu as lancé l'IA chez France Travail début 2023, tu nous le disais tout à l'heure. Ouais. Comment tu as réussi à embarquer tes sponsors et notamment, par exemple, la direction générale, parce que c'est une démarche qui n'est pas forcément évidente, j'imagine, au départ? Alors là-dessus, je pense qu'on doit être un peu exemplaire parce que je me rappelle très bien de ce moment-là. En plus, c'était un sujet à l'époque où, pour certaines personnes, ça représentait vraiment un danger à ChatGPT et que c'était pas quelque chose qui était possible d'amener en entreprise. En tout cas, il n'y avait rien qui était possible, hein. À l'époque, il y avait ce truc-là qui était sorti. Ouh là là, c'est peut-être des méchants Américains qui veulent nous contrôler, un peu, tu vois, l'effet Hmm. Skynet. Et, euh, et donc, aller en CDG à l'époque sur ces sujets-là, quand on commençait à voir les études qui sortaient, qui disaient, oh là là, va y avoir 300 millions de jobs qui vont être supprimés, mais rassurez-vous, on va en recréer 301. Tout va bien, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Non, mais c'est vrai, hein, et puis c'est des journaux sérieux, hein, voilà. Et le sujet, euh, c'était que comment amener ça en CDG,
c'était pas forcément évident, un comité général de direction générale, pardon. Et, et en fait, c'était en essayant de faire comprendre qu'on n'était pas juste sur un projet numérique lambda, on était sur vraiment une nouvelle façon de travailler pour chacun dans l'entreprise à l'horizon de quelques années. Et donc ça se fait parce que là, on voit que l'organisation du travail, on n'est encore pas tout de suite atteint, mais on voit que ça viendra. Ça viendra, c'est-à-dire il y aura un impact in fine sur l'organisation du travail, et c'est souvent cela que les organisations syndicales regardent de près, c'est comment Bien tout sûr. ça va évoluer. Voilà. Alors là, on est encore un peu dans un monde où on est encore hésitant, exactement comme quand on demandait il y a une vingtaine d'années, est-ce que tu vas utiliser Internet dans ton travail? Ah bah non, Internet, c'est pas sécurisé. Ah non, non, c'est pour les loisirs, c'est pas du tout professionnel, c'est pas sérieux. On entendait des DSI dire jamais j'exposerai des services ou mon SI sur Internet, c'est impossible. Donc, on voit que ça va venir et que petit à petit, pendant le Covid, on a eu la même chose. Jamais je laisserai des agents, des salariés travailler chez eux, j'ai pas confiance, Bien etc. sûr. On voit que tout ça va évoluer aussi à mesure que l'expérience personnelle va changer. Parce qu'on C'est vrai. commence, maintenant, quand je commence une conférence, la semaine dernière, j'ai vu 200, à peu près 300-400 personnes en conférence en présentiel. Il y a une personne qui a dit: «J'ai jamais fait de prompt». Avant, on avait un tiers de la salle qu'on avait déjà fait. Donc on reste par contre sur des usages encore assez Oui, basique, mais pied à l'étrier, quoi. basiques, mais au moins quasiment tout le monde a essayé. Mmh. Voilà. Et Et donc donc le CDG, pareil, il faut leur mettre le pied à l'étrier? Faut qu'ils le expérimentent? CDG, il a dit, ben ouais, et notre DG de l'époque avait dit, ben oui, il faut qu'on s'y penche très sérieusement parce que ça va être la manière dont le marché du travail va évoluer, la manière dont on va repenser nos missions dans le futur, et surtout comment peut-être ça va nous permettre de remettre l'humain au centre encore plus. Mmh. Ça va être extrêmement intéressant. En effet, on vient de passer 20 ans de digitalisation à outrance, même peut-être 25 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un manager, il a environ 40% de son temps qui est consacré à faire des processus digitaux, et j'en suis en partie responsable parce que j'en ai fait beaucoup dans ma carrière, mais c'est vrai qu'on peut avoir une décorrélation entre les vagues, elles se superposent, hein, télétravail, digitalisation, etc., etc. Du coup, on vient un peu user les liens des collectifs, et ce qui peut être hyper intéressant, c'est que, ben, tu vois, 40% du temps, ça fait 2 jours par semaine. Mmh. Si on arrive avec l'IA, des petits bots, des choses assez simples comme nous on met en place, et qu'on récupère ne serait-ce que 10%, c'est une demi-journée de récupérer. Et Mmh. cette façon de récupérer là l'humain, elle est hyper intéressante. Alors Et la après, question ah ouais, oui, la question, ça sera au service de quoi est-ce qu'on va mettre, ce temps gagné, en fait, c'est après? là où Ouais. moi je suis, c'est là que je reprends mon côté plus humain de RH, qui est à dire, faut que ce soit absolument sur l'humain. Faut Et pas au que collectif. voilà, Mmh. il faut pas que on a des technologies qui peuvent nous isoler. Il faut les Au utiliser contraire, pour qu'elles nous rapprochent, voilà. ouais. Chouette, intéressant. Ben, voilà, on a fait le tour de nos 4 piliers. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un petit peu de recul, hein, puisque tu es aux premières loges, hein, de ces défis d'adoption dans cet univers, complexe et réglementé des RH. Imaginons qu'on a, un chief data officer, et il y en a plein dans la salle, là, j'en ai vu plein, qui nous écoutent et qui sont en train de lancer ses premiers projets data IA dans son organisation. Ce serait quoi, quelques conseils concrets que tu pourrais lui donner pour éviter des écueils que tu aurais pu toi-même rencontrer et pour, maximiser ses chances de succès? 1er conseil, toi, tu m'avais dit, faut la maturité, c'est pas de multiplier l'époque. Alors effectivement, ça peut être une super stratégie de multiplier l'époque. Pourquoi? Parce que, ça permet de s'engager sans trop s'engager. Mmh. C'est un peu le problème. C'est-à-dire, bah, oui, Tu as tout dit, en fait. j'y vais, mais à moitié. Regardez, j'y vais pas, mais là, j'y vais, et donc forcément, c'est pas comme ça qu'on va
créer une maturité, une culture de la data, une culture de l'IA sur laquelle on va pouvoir se reposer à long terme et créer le matelas de change, de préparation, etc. Et si on fait quelques cas d'usage, on va toucher quelques métiers, quelques équipes, et on va pas, on va dire, Pas engager. scaler, pas Voilà, démocratiser. Ouais. voilà, c'est ça. Donc, on reste sur quelque chose qui est parcellaire et du coup, par définition, fragile parce que je vais être en porte-à-faux entre des équipes qui sont hyper investies et qui se disent waouh et d'autres qui sont pas forcément embarquées et qui se disent soit ben moi de toute façon je suis pas dedans donc je suis pas forcément pour Concerné. ou alors ouais bah je regarde ça ça me donne pas envie parce que de toute façon j'en fais pas partie. Donc ça faut faire assez attention. Pour moi, le sujet, c'est exactement l'inverse. C'est de dire il faut partir dans une stratégie IA globale et comment on peut le faire. Voilà. Et du coup, attaquer vraiment les sujets, les pain points, parce que pourquoi? L'adoption, elle se règle aussi comment, in fine? C'est quand, certes, la direction générale trouve un ROI, mais aussi quand les agents eux-mêmes, les utilisateurs, trouvent également leur ROI et le font savoir. Mm, mm, mm. C'est-à-dire que je vais avoir du mal à faire accepter quelque chose que si la direction générale ou les directions intermédiaires trouvent leur compte, mais pas l'utilisateur final. Mm, Il faut mm. que tout le monde puisse avoir vraiment des retours. Et après, bah, ce qui va être hyper intéressant, c'est de creuser une stratégie globale. Et par contre, les POC, après, les mettre en démonstration que chaque pilier de cette stratégie peut être bien incarné et qu'on va dans le bon sens et être capable, je veux dire, assez vite de rediriger, de pivoter sur certains cas d'usage. Il y a eu des études qui sont sorties, alors je suis toujours extrêmement prudent sur les chiffres qui sortent, mais je crois que c'était McKinsey qui disait que 75% des POC IA génératives en entreprise s'étaient cassé la figure, je crois que c'était en 2024, début 2025. Faudra regarder, vous pouvez la retrouver assez facilement, l'étude sur Internet. Mais du coup, ça montre bien que si on prend pas quelque chose de bien préparé, si on n'a pas pensé la stratégie au global dès le départ, si on veut juste faire des petits coups vite fait comme pour dire ça y est, j'y suis, j'ai Mm. mon POC, je fais de l'IA, c'est bon, je peux aller en cocktail parisien le soir, c'est pas la C'est bonne approche. limite plus dangereux, quoi. Mm. C'est limite plus dangereux et surtout ceux, alors là, qui le font sous le manteau et sans mettre une gouvernance à plat, comme je l'ai dit, l'excès de rapidité peut se régler par un stop net, soit parce que le cas d'usage est arrêté, soit parce qu'il y a une non-acceptabilité, une non-acceptation de la part Des des utilisateurs, salariés, des ouais. agents, ou même ben, parfois une organisation syndicale, des représentants du personnel qui disent bah non, mais là, vous Carton ne rouge, pouvez on pas arrête. associer, stop quoi. Ouais. Et donc, ouais, donc pour moi, vraiment, le conseil, c'est faut pas Poser les courir trop vite, prérequis. faut partir à point. Voilà. Ça marche Pose- depuis toujours. Et voilà, on le reprend. Ouais, poser les prérequis, les fondamentaux qui font que ça pourra terminer et finaliser le circuit jusqu'au bout. Et justement, dans cette histoire de time to market, tu avais un deuxième conseil que je trouve intéressant sur l'idée qu'il fallait réfréner ceux qui vont trop vite, booster ceux qui freinent. Bah oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut agir dans le change. En fait, on a dans les... Enfin, quand je vois des retours par rapport à certains agents, certaines personnes de notre organisation, il y a ceux qui sont archi convaincus. C'est toujours pareil, hein. Il y a les doomers, les Claire. accélérationnistes. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, on a des gens qui sont très enthousiastes, qui ont commencé à tester chez eux, qui sont même devenus un peu power users de certains sujets qu'ils l'utilisent dans leur vie personnelle. On l'a vu notamment avec la première étude de l'utilisation de ChatGPT, qui reçoit quand même 2,5 milliards de prompts par mois. Donc on se dit qu'il y a une partie, juste ChatGPT, hein, Claire. une partie des services, en tout cas d'OpenAI, qui sont utilisés par une partie de la population mondiale. Donc on n'est pas, et on peut se dire,
si on enlève tous ceux qui n'ont pas accès forcément à des smartphones, des ordinateurs portables et compagnie, c'est une bonne partie de ceux qui en sont équipés. Et on voit que ces usages, ils sont plutôt largement personnels. Donc, un peu coach sur certains sujets, aide à la décision, je vais, gérer mon voyage cet Recette été, de cuisine. etc., etc. Donc, ces gens-là qui sont des early adopters, des power users dans leur quotidien, quand ils arrivent en entreprise, ils se disent, mais moi, j'ai pas envie de faire mon bon vieux process, mon compte rendu de réunion, mon ceci, mon cela à la main. Je voudrais, hein, avoir la facilité que j'ai en externe et la retrouver en interne. Alors, tout n'est pas pareil, surtout quand on est France Travail et que on gère des datas de millions de personnes. Claire. Là, on est sur des datas archi sensibles. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'IA. Comme je disais, on ne gère pas des palettes de boîtes de conserve de haricots verts, on gère des vraies personnes et qui sont toutes singulières et différentes, et c'est parfait comme ça. Et donc, bah, le sujet, c'est que ce n'est pas évident pour nous d'apporter des choses qui sont aussi convaincantes, là, tout de suite, des dernières sorties d'OpenAI, Anthropic ou Gemini de Google, que ce qu'on pourrait faire en interne. Et donc, le sujet, c'est d'être en capacité, eux, de les ramener à la raison en disant, regarde, on propose ça, 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 ça. Et voilà, et c'est important de le faire parce que ça nous permet de lutter contre le shadow AI. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisation dans beaucoup d'entreprises directement de ChatGPT sur des sujets du boulot. Il y a eu 2, 3 scandales, ça continue. Alors, les modèles ne stocke pas les données en tant que telles, c'est des inférences. Mais par contre, les services où l'historique du chat et parfois la manière dont on va entraîner l'IA en renforcement peut retenir certains raisonnements, certaines déductions, etc. Ça peut se retrouver ailleurs. C'était ce qui s'était par exemple passé pour la recherche et le développement chez Samsung. Et donc, du coup, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'on est dans cette partie-là où il faut freiner cela, et les autres, effectivement, il faut les rassurer, faire l'éducation sur ce que c'est, ce que ça n'est pas, ce qui est de la croyance, de ce qui est de la vérité, et surtout ce qu'on en fait, mais ça, je l'ai déjà assez développé, pour les amener et ramener un peu tout le monde, pas sur le même piédestal, mais voilà. Mais par contre, il ne faut surtout pas supprimer la motricité, L'enthousiasme. l'envie des autres. Et la bonne chose, ça peut être de les mettre en champions locaux, en accompagnateurs, pour que cette énergie-là, ils ne la perdent pas en se disant, bah, ça y est, c'est foutu, j'aurai jamais des trucs aussi performants. Mais plutôt, comment toi, tu vas pouvoir passer ton énergie, etc., aux Transmettre autres. ton Voilà, transmettre enthousiasme. le truc. Il faut un peu canaliser cette énergie sur le sujet, hein. C'est aussi, c'est encore un formidable accélérateur de De fracture lien, en numérique. fait. Ouais. Non, mais à la fois de lien, mais de fracture numérique. Mm. Tu vois? Donc c'est un peu comme tout à l'heure, c'est quelle orientation on va donner à cette transformation. Elle peut soit creuser les écarts, faire qu'on va supprimer les liens, Au contraire. soit la façon dont on l'oriente, ça peut vraiment créer une culture, créer plus de liens, créer plus d'humains. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on oriente les choses, forcément. Génial. Merci. Merci infiniment, Aurélien. Est-ce que vous avez des petites questions pour Aurélien sur le chat? N'hésitez pas, il est à vous. Et pendant que les questions vont peut-être apparaître, moi, je vous propose les 3 idées clés que je retiens de cet échange. Moi, j'aime beaucoup ton compliqué mais pas complexe, hein. Vous l'avez compris. Je trouve que c'est une bonne manière d'expliquer et de dédramatiser cette adoption de la data et de l'IA qui peut sembler impressionnante à première vue, et je pense que c'est le cas pour pas mal de monde. Il y a aussi le temps long de l'adoption, hein. Je pense qu'on a bien compris aussi que, comme tu dis, il faut convaincre, c'est pas une campagne éclair, il faut accepter de revenir, de réexpliquer, de construire pas à pas. Enfin, et voilà, c'est une relation longue. Et puis j'aime beaucoup ton idée de ce côté, enfin, il y a vraiment les 2 facettes de la data et de l'IA qui peuvent soit, comme tu disais, séparer, soit au contraire devenir des liens entre les deux et faire un choix là-dessus et le garder peut-être un peu comme
comme une étoile du Nord qui va être un petit peu ton fil conducteur dans les échanges et dans la manière de gérer le sujet. Et ça, je trouve que c'est une piste aussi qui est intéressante. Merci beaucoup, Aurélien. Est-ce qu'on a... Alors, pas de petites questions qui arrivent? Alors, tu as dû être follement clair et parfait là, parce Mais que... le compliqué, mais pas complexe, en attendant une question, euh, on est par définition sur une technologie complexe. Ouais, Ah, parce qu'en fait, même OpenAI n'est pas en capacité d'expliquer toutes les évolutions en termes de renforcement de leur modèle. Et aujourd'hui, ils ont embauché des chercheurs pour expliquer pourquoi ChatGPT ou certains modèles ont développé des habilités qui n'étaient pas prévues à la base ouais. avec les systèmes neuronaux. Donc, faut aussi être en capacité de dire, attention, ok, c'est un peu une bête sauvage, mais on est en capacité de la dompter. C'est très, très, ça reste quand même quelque chose de très, très. Il y a encore ce côté toujours boîte noire que même OpenAI n'est pas capable d'expliquer. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu complexe, hein. Mm, mm. Alors, je Alors, rebondis sur les petits commentaires. Il y a Stéphane, il est complètement aligné avec tes convictions, hein. Le fait que toute application, expérimentation doit être communiquée, expliquée pour permettre voilà, d'évaluer l'impact auprès de la population de salariés concernés, de faire participer un échantillon de salariés à la construction de l'application de l'IA. Il y a vraiment ce côté collaboratif et collectif avec lequel il a l'air de totalement adhérer. Et il termine en disant, en bref, pas de développement en lab, mais en intercation avec les services de l'entreprise. Ouais, il y a vraiment ce côté exactement. collectif dont tu Ouais. parlais tout à l'heure, hein. Alors, les développements en lab, c'est intéressant, mais il faut avoir un fil rouge et inviter tout le monde, parce que Ouais. ça peut être sympa d'avoir de l'idéation en lab, etc. Mais après, ça doit se faire vraiment sur le terrain, avec le terrain. Et ça doit faire, on n'en a pas parlé, mais ça doit être à la fois de la demande du terrain en bottom-up et des convictions de la DG ou enfin, de la holding, de tout ce que vous voulez, et que ça doit se retrouver bottom-up et top-down Mm, pour mm. avoir quelque chose de partagé. Ouais. Très bien. Comment est-ce qu'on mesure le taux d'adoption? Demande Muriel. Le taux d'adoption, il est extrêmement simple. Si le cas d'usage il fonctionne pas, on disait qu'il y en a certains, c'est un 75% d'échecs, c'est que l'utilisateur final ne s'y retrouve pas. Et si l'utilisateur final il s'y retrouve pas, c'est très très simple, il l'utilise pas. Alors là, nous par exemple, on a ce qu'on appelle donc un Secure GPT interne qui s'appelle ChatFT, et on a aussi ce qu'on appelle des GPTs, enfin, donc qu'on a appelé des FTs, c'est des petits chats GPT internes sécurisés dédiés à des fonctionnalités spécifiques. Et on en a, par exemple, pour accompagner sur les sujets RH les managers. Donc ça, c'est des choses qui marchent plutôt bien. Et ben forcément, on va suivre avec l'analytique derrière. Donc on va piloter notre IA aussi avec la data. Donc, tout s'alimente, hein, forcément, mais le nombre de requêtes par mois et la façon dont ça va, enfin, de prompt et la manière dont ça va avancer ou pas, le taux de satisfaction, le NPS, on va suivre de très près tout ça pour voir un peu si le cas d'usage est bien calibré, si l'apport qu'on imaginait est bien là, et Ouais. si la satisfaction est là. Nous, on le fait comme ça, et au bout d'un moment, bah, si ça fonctionne pas, on ferme et on pivote ou on évolue. Mais normalement, quand le cas d'usage est déjà arrivé là, avec toute la gouvernance qu'on a mise en place, Il y a c'est moins qu'on de est risques que déjà ça sur soit. quelque chose de sérieux. Ouais, très bien. On parle de quelle taille d'équipe data IA au total chez France Travail? Chez France Travail, on doit avoir une quarantaine de data scientists et je sais pas, il doit y avoir une dizaine de personnes dans l'équipe, ouais, 10-20 personnes dans l'équipe data hier, je pense. Très bien. Et pour terminer, puisqu'il est 10 heures, une toute dernière petite question. Est-ce qu'il y a une équipe, oui, comment travaillent ensemble l'équipe IA et l'équipe transformation digitale? Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait deux équipes différentes ou c'est pas le cas? Alors, le sujet, c'est qu'en fait, on va travailler en mode produit. On va pas forcément travailler en mode projet. D'accord. On se rencontre tous dans ce qu'on appelle ces fameux comités produits, où il va y avoir, et en fonction des cas, on peut avoir un PM qui va plutôt être métier, parfois transfo digital, parfois IA data quand c'est ce qu'on va appeler une brique capacitaire transverse.
Et donc, en fait, on peut avoir différents produits. C'est-à-dire qu'on peut être convaincu qu'il va y avoir des produits transverses qui vont servir à tout le monde. Dans ce cas-là, ça va être une équipe, un PM IA Data. Je ne sais pas, par exemple, la possibilité de parler et en fait d'avoir des speech to text et text to speech. Et pour alimenter les LLM, bah ça, si ça va être un projet, on se dit, bah après, il y a plein de cas d'usage qui vont pouvoir en bénéficier. Surtout nous, quand on a comment dire, des entretiens très souvent, ça peut être hyper bien d'éviter cet effet dépôt Bien de sûr. plainte avec la machine à écrire et justement remettre le conseiller directement dans une forme beaucoup plus empathique, à l'écoute, plutôt que de noter des choses. Donc ça, ben, on va pouvoir avoir une équipe qui va dire, ben, moi, je vais développer cette brique capacitaire d'usage que je pourrais mettre au service de plein d'autres. Et dans ce cas-là, on peut démultiplier. Des fois, moi, je vais avoir un cas d'usage RH qui va être très spécifique et qui pourra être développé, mais pas forcément multiplié. Et je vais avoir parfois des cas d'usage RH qui peuvent être pris peut-être par un autre métier ou dans de la transfo digitale. Pourquoi? Parce que ça va servir à plusieurs. Par exemple, moi j'ai mis Ouais. en place, moi j'ai mis en place quelque chose pour analyser les textes juridiques RH. Et ben, d'un côté indemnisation, on a des collègues qui l'ont aussi utilisé pour analyser la Oui. loi sur l'indemnisation. Transversalité après, Voilà. voilà, Faut réussir pas à hésiter qu'un cas d'usage puisse faire avancer un autre plusieurs. cas d'usage, ouais, et créer Très des bien, briques super. capacitaires. Eh bien, écoute, il est 10h02, notre masterclass se termine. Je viens de vous mettre dans le chat le lien vers un petit questionnaire qui vous permet de définir la maturité d'adoption data IA de votre organisation grâce à notre matrice. Si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Merci encore mille fois, Aurélien. C'était hyper intéressant parce qu'en plus, il y a vraiment une approche à la fois très concrète, je trouve, et puis en même temps une prise de hauteur qui est très inspirante et très enrichissante. J'espère que ça vous a plu à tous. Et puis, on reste connecté de près, Aurélien. On se retrouve pour une prochaine masterclass. Tu nous suis sur la prochaine? Avec grand plaisir. À très bientôt à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, à bientôt. Merci Bye à bye. tous. Merci.